C'est quoi les points communs, Philippe, entre les Québécois et les Canadiens? Oh non, mais c'est sûr qu'il y en a. Non, mais je veux dire, déjà, en partant, on est en Amérique du Nord. Donc, c'est une manière de vivre qui est nord-américaine, qui se différencie de l'Europe. Qu'est-ce qu'il y a de similaire après ça? Parce La que là, tu me langue? nommes tu évoques. Ça, on appelle ça une question piège. Donc, c'est la géographie, donc. Non, non, mais j'ai commencé avec ça. Je pense qu'il y a un mode de vie nord-américain qui est semblable. Après, je pense que, par exemple, par rapport aux États-Unis, on n'a pas la même culture, mettons, des armes à feu. On n'a pas les mêmes problèmes très graves, justement, de fusillade, puis de ce genre de problèmes propres aux États-Unis. Donc, c'est sûr qu'on est deux sociétés qui sont plus pacifiques, qui sont plus calmes, où il fait bon vivre, globalement. Donc, puis jusqu'à récemment, c'était aussi deux nations qui avaient une classe moyenne. Là, c'est de moins en moins vrai parce qu'il y a un déclin de l'accès à la propriété, puis les loyers ont explosé. Mais donc, souvent, c'est deux sociétés qui sont plus modérées, si on veut. Après ça, qu'est-ce qui nous rassemble? Mais mon Dieu, pas vrai. Je sais pas, la nature. Qu'est-ce qui nous distingue, Charlie, des Québécois et les Canadiens? Qu'est-ce qui nous distingue? En fait, il y a plein de choses. J'essaie de vérifier si vous pourriez changer de Oui, siège. être complémentaire, mais... À date, c'est mal parti. C'est mal parti, là. Mais on va s'entendre sur le fait qu'on a des complémentarités puis des différences. Mais je pense que ce qui nous fait en sorte qu'on bénéficie d'être Canadiens et Québécois, c'est pas ma question, par contre. Ma question, c'est qu'est-ce qui nous distingue? Qu'est-ce qui nous distingue? Bien, il y a nécessairement notre espace géographique, il y a certaines expériences individuelles, notre processus de sociabilisation où on se crée en tant que personne par une expérience qui est créée de notre environnement, de notre écosystème. Puis là, étudiant en sociaux, est-ce que j'ai l'approbation de ce que je dis? Tu sais, je veux dire, les institutions qui, en même temps, sont similaires, donc on se les partage, mais qu'est-ce qui nous distingue? La langue, par exemple, la langue, culture? mais la langue, il y a des francophones partout au Canada. Ils sont moins majoritaires dans d'autres provinces, mais il y a des bassins francophones à plusieurs endroits. Culturellement parlant, je dirais que c'est vrai qu'on se ressemble beaucoup au niveau de notre culture en Amérique du Nord. On est des Occidentaux majoritairement, là. Mais ce qui nous la différence, je dirais principalement au niveau géographique, donc notre processus de sociabilisation, peut-être. Non, c'est vraiment le bon siège pour toi et pour Réfléchir. toi. Parlons des jeunes. Donc, commotion pour les fédéralistes cet été et épiphanie pour les souverainistes, je pense. Vous me direz si les deux mots sont bien choisis. Mais donc, un peu après la Saint-Jean, je pense que le 25 juin, il y a un sondage qui a été publié dans lequel on apprenait que dans la dernière année, la faveur au projet souverainiste chez les 18-34 ans avait augmenté de 20 passant d'à peu près 25-26 à 48 à peu près. Quelques mois plus tard, là, on est vers la fin du mois d'août, mais vers le début du mois d'août, mi-août, on apprenait que ça montait jusqu'à 58 Donc là, il y avait un étonnant 10 de plus qui s'était accumulé en un mois. Évidemment, de part et d'autre, on s'est échangé l'enthousiasme et la méfiance. Il y a des gens qui ont dit, bon, c'est un petit échantillon, il y a une grosse marge d'erreur. J'ai lu ça dans l'éditorial de Stéphanie Gramont à la presse. J'ai lu du côté souverainiste que c'était normal qu'on n'ait pas vu venir cette montée-là parce que c'est un phénomène qui se déroule en bonne partie sur TikTok. Donc, apparemment, que ça échappe aux sociologues contemporains et aux penseurs plus classiques là, des mouvements sociaux parce qu'on essaie de voir, OK, non, mais en fait, on a plutôt des chiffres qui nous indiquent que les jeunes consomment moins de culture québécoise. Comment se fait-il qu'ils soient soudainement plus souverainistes? Toi, est-ce que tu crois à ces chiffres-là? Ben oui, absolument. 58 ce sont les derniers. 57. Si je peux me permettre. 56. C'est pas 58, mais me semble que vas-y. Alors, on va vraiment... on va s'obstiner chacun pour 1 mais... Non, mais c'est 56, mais souvent, le sondage nuance en disant mais les gens qui voteraient pour l'indépendance, c'est plus bas que 56, par exemple. Puis même au sein du Parti québécois, il y a quand même le quart des sympathisants qui ne voteraient pas oui au référendum. Donc, il y a quand même des nuances à apporter à ça. Cela dit, c'est quand même une augmentation substantielle par des firmes de sondage connus, que ce soit Léger, Crop, qui sont là depuis longtemps. Moi, j'y crois certainement. Puis, je pense pas que l'argument de dire c'est TikTok, c'est Kinji 00, c'est-à-dire oui, ça joue, j'en suis convaincu, mais je pense pas que c'est que ça. Et c'est-à-dire, je veux pas en parler, m'éterniser là-dessus, mais moi, j'ai consacré mon mémoire de maîtrise là-dessus, sur la conscience nationale des jeunes Québécois. Parce donc, tu es bien placé pour en parler. Puis je précise que tu avais raison, c'est 56 Une chance que je suis là. Mais non, mais
pour vrai, quand j'avais eu cette idée-là de mémoire de maîtrise, c'était à l'époque où, justement, c'était très bas, l'appui à la souveraineté chez les jeunes. Puis souvent, dans les médias, puis partout, les intellectuels disaient « Les jeunes sont plus là, ça ne les intéresse plus, ils s'anglicisent, c'est fini. La nation québécoise, c'est un truc de boomer. » Moi, j'avais dit à mon directeur « Je crois pas à ça parce que je parle à des jeunes de l'Estrie, de la Montérégie, de n'importe où, de Québec. Ils sont encore fiers d'être québécois. Donc, je me suis dit, moi, je vais aller sur le terrain pour aller voir les jeunes, qu'est-ce qu'ils disent vraiment. » Et comme de fait, quand j'ai fait ma recherche, j'étais dans des cégeps, j'avais distribué des questionnaires un peu partout au Québec, donc Capitale-Nationale, Saguenay, Outaouais, Montérégie, Estrie, Montréal. Ben, j'avais constaté dans les questionnaires que les jeunes étaient quasiment tous fiers d'être québécois. Et quand je posais une question du genre « Où voyez-vous le Québec dans 20 ans? » Puis il y a beaucoup de jeunes, une minorité importante qui disait « Je pense que le Québec va être un pays. » Alors que d'aucune façon, mon questionnaire suggérait d'avoir une réponse sur ce genre d'enjeux-là, de questions-là. Ils auraient pu répondre autre chose. C'est ça, ils auraient pu dire, je pense que ça va être une société écologique. D'ailleurs, il y en a qui ont répondu ça. Mais beaucoup ont dit, je pense que ça va être un pays. Puis tu ne leur posais pas la question très précisément non, sur la moi, c'était des souveraineté? questions extrêmement neutres. Puis quand j'arrivais dans les classes, je ne disais pas qui j'étais, puis c'était quoi mes orientations, puis rien. Puis il y a beaucoup de jeunes qui disaient, je pense qu'on va être un pays. Puis il y a beaucoup de jeunes aussi qui disaient, je m'inquiète pour notre identité et notre culture. Donc même si ces jeunes-là, on ne les voit pas dans les médias, ils existent. Donc je pense qu'il y a une majorité silencieuse, au moins une grosse minorité silencieuse de jeunes Québécois qui s'inquiètent pour l'avenir de la culture et de l'identité québécoise. Et ça peut paraître très paradoxal, puisque comme tu l'as souligné, Rémi, ben, il y a beaucoup de jeunes qui parlent en franglais. Même Kinji, le rappeur, il parle en franglais. Donc, ils sont beaucoup américanisés. Il y a eu une déculturation. Et malgré tout, il y a quand même un fond qui reste. Il y a une flamme qui est restée vivante. Donc, même si on s'est acculturé, même si on s'est anglicisé, on s'est franglisé, ben, la flamme est toujours là. Il y a toujours la conscience nationale qui est bien présente. Toi, Charlie, je dois le préciser, tu as fait partie, donc tu as participé au dernier Conseil national des jeunes du Parti libéral du Québec. Il y a des mauvaises langues qui ont remarqué qu'il y avait peu de gens. J'ai lu, je pense, c'était peut-être le fils de Marc Bélanger, dire que ça avait un lien avec la géolocalisation. Il aller au chalet avec... Ben, ça, c'est ça, oui. Je pense qu'il regrette d'avoir dit ça. Mais bon, on en a ri parce qu'on remarque quand même qu'il y a plein de jeunes péquistes qui ont décidé de ne pas aller au chalet et de se déplacer et d'aller à Montréal au Congrès. Mais en fait, il y a des gens qui disaient de ton côté de la clôture que ça avait un lien avec le fait qu'on avait choisi Gatineau plutôt que Victoriaville. Puis là, moi aussi, ça m'a fait un peu sourire, je t'avoue. Est-ce que véritablement, laissons tomber le conseil, là, parce qu'il y en aura un autre un jour, est-ce que tu sens un appétit pour le fédéralisme canadien chez les jeunes de 18 à 34 ans? C'est une bonne question. Puis moi, je vais commencer simplement par dire deux choses que je suis d'accord avec Philippe sur les deux choses qu'il a dit, qu'il a avancées. Premièrement, que je pense pas que le mouvement, la question nationale et les conclusions auxquelles les jeunes arrivent se passent uniquement, par exemple, sur TikTok. Peut-être qu'on est encore idéaliste puis qu'on pense... Ben, toi, tu as fait ta thèse de mémoire là-dessus. Donc, tu as un fait, tu peux arriver avec des faits, mais moi, je pense qu'il y a sincèrement une conscience collective, intellectuelle, académique derrière la réflexion. Donc, je ne pense pas que le mouvement se passe uniquement sur TikTok, sur les médias sociaux. Il y a des réflexions collectives qui se font et elles sont intellectuelles, elles sont académiques. Et je pense aussi qu'il faut prendre au sérieux les chiffres qui ont été avancés par le dernier sondage qui est le sondage Crop. Je pense que c'est comme un wake-up call, je dirais. Bon, les jeunes sont intéressés par l'idée d'un changement. Moi, c'est le constat que j'en fais. C'est très, très, très sérieux, ces chiffres-là, puis ça fait en sorte que c'est vraiment un wake-up call pour nous en voulant dire, comme là, vous n'avez plus le temps de niaiser. C'est là, offrir vraiment une proposition, une vision d'avenir à des jeunes parce qu'ils sont intéressés à un changement dans leur perspective d'avenir. Ces jeunes-là, ils sont en train de réaliser qu'ils ne seront pas capables de vivre la même qualité de vie que leurs parents, leurs grands-parents et que ça sera probablement pire. Puis on a des enjeux qui sont nouveaux en plus. Fait que je ne serais pas prête à dire que la dualité de comment on est capable d'aller chercher notre tranche électorale respective, elle se fait de la même manière. Vous, c'est vraiment sous la bannière du pays, de la souveraineté. Et nous, c'est vraiment sur comment est-ce qu'on va faire pour vous offrir, en fait, pour utiliser les moyens qui nous sont donnés, pour vous offrir une qualité de vie qui est meilleure que ce que vous avez présentement. Puis c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Moi, je ne suis pas prête à mettre des millions ou voire des milliards de dollars sur un référendum sur la souveraineté. Moi, je suis prête à le faire en logement, en transport collectif, en éducation. Et c'est comme ça qu'il faut le brander. Et il faut aller chercher nos jeunes fédéralistes comme ça. Aux dernières nouvelles, par contre, ceux qui mettent des millions sur un référendum, c'est le camp du non pour le gagner. Et pas tout à fait... Mauvais argument, Charlie. Pas tout à fait de façon légale,